Vous ne connaissez probablement pas. Son nom, c'est Florence Bergeau-Blaclair. Elle est chargée de recherche au CNRS. Jusque-là, rien de très spécial. Elle est docteure en anthropologie, étudie depuis très longtemps le processus d'islamisation dans nos sociétés occidentales. Jusque-là encore, tout va bien. Elle publie il y a 2 ans, un peu plus que 2 ans, un livre sur les frères musulmans, le frérisme et ses réseaux. Depuis, elle vit 24/7 sous protection policière. Il n'y a plus rien de normal. Florence Bergeau-Blaclair, s'il vous plaît, en l'accueil. Bonsoir, Florence. Je suis très content que vous soyez là. Je pense qu'on doit faire un peu de pédagogie parce que tout le monde ne comprendra pas de quoi il s'agit. Mais d'abord, cette menace qui pèse sur vous. Je ne veux pas faire du sensationnalisme, mais ça donne une idée de ce que sont les enjeux. Exactement. Je suis effectivement sous protection policière permanente depuis maintenant 2 ans. Et c'est arrivé quelques mois après la publication de mon dernier livre, qui s'appelait « Le frérisme et ses réseaux », où je parle de l'islamisation. Et cette réalité-là, je voulais la décrire à partir de son origine, qui sont les frères musulmans, la confrérie des frères musulmans, née en Égypte en 1928, peu après la chute du califat, et qui s'est étendue ensuite dans l'espace jusqu'à toucher les sociétés européennes et américaines dans les années 60. J'ai travaillé depuis 30 ans sur ce phénomène de normativité islamique, la forme subversive, non violente de l'islamisation, non pas le djihadisme, quelque chose de plus sournois, plus subtil, que je pensais pouvoir décrire et qui amènerait, plutôt qu'une crispation, une ouverture d'esprit. Et la réaction à mon livre a été totalement opposée, c'est-à-dire fermez tout, on n'en parle pas, le débat a vite été étouffé et j'ai été placée sous protection policière à cause de menaces très sérieuses. Et vous n'êtes évidemment pas dans une logique de discours anti-musulman. Non, il faut bien distinguer les musulmans. Les mots sont importants. importants. Les premiers otages des islamistes. D'ailleurs, quand je parle du frérisme, j'ai pas dit islam, j'ai dit frérisme. Mais votre parole, elle est dissidente même par rapport à vos collègues. C'est-à-dire qu'eux perçoivent, dans ce que vous dites et écrivez, quelque chose qui ne devrait pas être entendu. Oui, certaines personnes ne veulent pas entendre ce que je dis parce qu'elles font partie de ce que je décris, en fait. L'islamisation, c'est pas que les musulmans. L'islamisation, c'est aussi des alliances faites par les islamistes pour pouvoir rentrer dans une société. L'université, par exemple? Bien sûr, l'université, d'ailleurs, c'est par les universités que l'islamisme rentre dans les sociétés, depuis toujours. Donc l'université, c'est une des priorités pour les frères musulmans. Depuis 2 ans, j'ai pu faire des conférences absolument partout. J'ai présenté mon travail à des ministres, vraiment au plus haut niveau. Et à l'université, je ne peux plus aller. Mais c'est un non-sens, non? Oui, mais ça traduit quelque chose. Ça traduit l'état de l'université aujourd'hui, les influences politiques qui la traversent, notamment de la gauche radicale, il faut être clair, une certaine forme de wokisme, et qui empêche en fait qu'on traite de ces sujets-là au nom de la diversité, de l'inclusion, etc. Mais nous sommes au Québec, et c'est vrai en France, dans un univers où la laïcité est portée avec fierté. Or, on est à milieu de la laïcité dans ce que vous décrivez. Oui, complètement. Mais je dirais c'est même plus une menace contre la laïcité. Non, là, c'est une menace sur la démocratie parce que ce sont des théocrates. Ce qui prime, c'est Dieu. Et à partir de là, la démocratie n'a plus vraiment de sens. Les frères sont présents chez nous au Québec? Très présents, oui. Très présents? Oui, de toute façon, les frères musulmans sont un réseau maintenant transnational qui est présent sur tous les continents et en particulier dans les pays occidentaux parce qu'ils ont trouvé là des lieux où ils peuvent s'exprimer librement et qui aujourd'hui se manifestent dans les prières de rue, ces démonstrations. Ce qu'on a connu ici un peu. Voilà. À partir du moment où vous priez dans la rue, que vous occupez un espace public, vous déclarez, c'est comme si vous mettiez un drapeau en fait, vous déclarez l'espace comme une terre d'islam. Et leur modèle, c'est la colonisation européenne. Paul Saint-Pierre Plamondon a eu la gentillesse de rester avec nous. On a commencé notre conversation tout à l'heure en parlant d'immigration, d'amalgame qu'il ne faut pas faire. Ce que vous entendez, est-ce que ça résonne avec des préoccupations que vous avez? Ben oui, sur la démocratie. Sur la laïcité, le simple fait pour moi de nommer l'entrisme religieux dans les écoles m'a amené
des épithètes, des qualificatifs. Au fond, pourquoi? Pour empêcher le débat. Si l'argumentation n'a pas lieu sur la base de recherche et d'observation factuelles, mais bien sur l'adhésion à une idéologie, on est perdu parce qu'il n'y a plus de dialogue ni d'argumentaire possible. Ça ne veut pas dire que notre interprétation des faits est la bonne, on peut en discuter. Bien sûr. Mais il faut que ce soit minimalement basé non pas sur une idéologie ou une religion, qui a plein d'interdits, mais au moins sur les faits, ce qui veut dire une liberté de s'exprimer même quand on est un peu à contre-courant. Et les courants religieux extrémistes, tout comme les idéologies radicales, ont en commun, que ce soit une religion séculaire ou une religion classique, ils ont en commun d'écraser ce dialogue-là dans le cadre d'une volonté d'hégémonie. Et ça, c'est une vraie menace à la démocratie. Florence, Paul parlait d'entrisme pour ceux qui ne comprendraient pas de quoi il s'agit. C'est quoi de l'entrisme? En fait, ça consiste à placer des individus qui ont été formatés pour pouvoir influencer un milieu, pas seulement l'université, mais ça peut être le ministère de la Justice, des groupes d'avocats, des groupes de médecins, etc., qui sont là pour transformer le milieu, des pressions pour nous empêcher finalement de parler, de nous exprimer. Si vous dites quelque chose sur le prophète, sur l'islam, hop, là, donc vous êtes obligé de surveiller votre parole parce que vous pouvez être tué. Donc, on a eu quand même Samuel Paty décapité. Professeur en France. Voilà, exactement. Il y a bien sûr les après avoir montré des caricatures du prophète en classe à ses élèves. Voilà. Et donc, ça a créé une espèce de peur. Donc, il y a certains cours qui ne sont plus abordés. La Shoah, par exemple, on n'en parle pas trop. On accepte que des filles n'aillent pas à la piscine, etc. Donc, finalement, il y a un accommodement irraisonnable, passif. En fait, nous cédons, nous reculons jusqu'à éventuellement tomber. Si par contre, nous décidons que finalement, nous allons reprendre la parole, que nous allons reprendre les actions contre eux, alors ils n'auront plus de moyens d'avancer parce qu'ils sont très minoritaires. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous dites, dans le fond, il suffit d'une chose, ne pas avoir peur de dire les choses. C'est ça. De nommer les choses. Je pense que dans ce sens, je donne un peu l'exemple. Florence Bergeau-Blaclair, merci d'avoir... Merci d'avoir accepté de traverser l'Atlantique pour venir nous voir ici ce soir. Un grand plaisir. On peut se laisser là-dessus, c'est pas la première fois que je le souligne, mais si on veut éviter les pires mots, M-A-U-X, ben, il faut employer les bons mots, M-O-T-S. Merci, Florence. Merci à tous. Bonne semaine.